Les derniers inscrits vont arriver progressivement. On les acceptera en allant. Et donc, je vous propose de débuter. Tout d'abord, petit rappel de fonctionnement du webinaire. L'ensemble des micros des participants sont coupés en raison du nombre important d'inscriptions. Donc, on vous propose de poser vos questions via le chat dans le menu Zoom. Normalement, vous devriez voir, il y a déjà quelques messages, plusieurs personnes sont arrivées. Pour bien identifier les personnes qui ont posé les questions et pouvoir répondre au mieux, si c'est possible, de bien vous nommer. Et donc ça vous est possible via l'onglet participants du menu Zoom. Vous allez, normalement, vous êtes en haut de la liste et donc vous verrez apparaître 3 petits points au bout de votre nom. En cliquant dessus, vous pourrez vous renommer si en effet le nom qui figure n'est pas représentatif. Enfin, le support de présentation sera disponible ainsi que l'enregistrement du webinaire. L'objectif du webinaire, c'est de pouvoir vous présenter ou faire un rappel pour ceux qui le connaissent déjà, les objectifs et modalités des 2 dispositifs Territoire engagé pour la nature et Atlas de la biodiversité communale. L'idée, c'est de pouvoir vous montrer les passerelles entre ces 2 dispositifs, leur complémentarité et comment on peut partir de l'un pour aller vers l'autre. Donc, au travers de 4 interventions, 2, on va dire, plutôt théoriques, donc faites par l'Office français de la biodiversité, l'Agence régionale de la biodiversité, et surtout 2 retours d'expérience avec les témoignages de la ville d'Étaples et de celle de Villeneuve-d'Ascq. Ensuite, on vous laissera un temps de questions-réponses à travers, en effet, ces questions que vous aurez pu poser dans le chat. Nous vous essaierons d'apporter les réponses en direct. Donc, nous sommes un petit peu trop nombreux pour faire un tour de table, mais pour vous donner une idée, il y avait un peu plus de 120 personnes inscrites. On a eu quelques excusés là, entre-temps, après l'envoi des liens d'inscription. Mais vous êtes donc une grosse majorité de collectivités, puisque près de 3/4, pour une bonne moitié de communes, et également à peu près 25% de communautés de communes, communautés d'agglomération. Donc, pour débuter ce webinaire, je vais passer la parole à Hélène Brault de l'Office français de la biodiversité. Merci Mélanie, bonjour à tous et merci à tous d'être présents dans ce webinaire. Moi, je travaille à la direction régionale Hauts-de-France de l'Office français de la biodiversité. Je suis en charge notamment des sujets d'appui aux acteurs et de mobilisation des territoires. Et à ce titre-là, je suis la porte d'entrée régionale sur l'outil Atlas de la biodiversité communale. Et donc, l'idée, c'est de vous rebrosser, rebalayer en une petite dizaine de minutes ce que sont les atlas de la biodiversité communale pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil et qui sont présents avec nous aujourd'hui. Alors, du coup, les atlas de la biodiversité communale, je voudrais que tu passes la diapositive, Mélanie, s'il te plaît. C'est un outil qui est né dans les années 1990, issu d'expériences réussies dans un parc naturel régional. Et c'est une dynamique qui a été reprise en 2010 par le ministère en charge de l'écologie dans le cadre de l'année internationale de la biodiversité. Outil qui a pris plus de souffle et d'ampleur et de dynamique avec la création de l'Agence française de la biodiversité en 2017, puis avec l'Office français de la biodiversité à partir de 2020 avec en lien avec cette dynamique un appel à projet financier du coup qui a été associé depuis 2017 euh, et qui est monté en ampleur au fil des années avec un paroxysme, je dirais, en 2024 avec une très grosse enveloppe financière sur 2024 pour accompagner ce dispositif dans les territoires. Et depuis 2024, donc cet outil financier est adossé au fonds vert avec désormais du coup des demandes de subventions qui se font via la démarche simplifiée. Alors les atlas de la biodiversité communale, même s'ils portent le nom d'atlas dans leur dénomination, ne sont pas que des atlas. Et en fait, c'est un outil qui porte un triple objectif avec 3 volets qui sont finalement d'égale importance et qui ont vocation à contribuer de manière complémentaire à la bonne réussite de la dynamique. C'est tout d'abord un volet autour de l'acquisition de la connaissance, parce qu'on considère quand même que de manière générale,
cette connaissance de la biodiversité dans les territoires, elle est insuffisante, qu'elle peut entraîner des décisions qui sont dommageables pour la biodiversité et que protéger, c'est déjà commencer par connaître ce qui se passe dans les territoires. Le deuxième volet, c'est la mobilisation des acteurs locaux pour impliquer les habitants, les acteurs du territoire, l'ensemble des équipes de la collectivité dans le projet, pour leur faire découvrir et nous faire découvrir de manière collective ce qui nous entoure, développer la voix du sensible, faire s'approprier les enjeux du territoire et accompagner via la classe de la biodiversité communale le changement de comportement, les changements transformateurs préconisés par l'IPBES, plateforme intergouvernementale sur la préservation de la biodiversité. Et enfin, troisième volet de la classe de la biodiversité communale, le volet passage à l'action et faire que cet outil devienne un outil stratégique à l'échelle territoriale pour la mise en œuvre des politiques en faveur de la biodiversité et aller au-delà de l'aspect atlas, au-delà d'un simple catalogue des espèces et des habitats, mais permettre une vraie analyse des enjeux qui auront été identifiés pour accompagner la définition d'une véritable politique publique, communale, intercommunale, territoriale en faveur de la biodiversité et du coup permettre d'intégrer les enjeux biodiversité dès l'amont des projets territoriaux. Je veux bien que tu passes à la diapositive suivante, s'il te plaît. Sur cette diapositive-là sont présentées les différentes grandes étapes pour mener à bien une démarche d'atlas de la biodiversité communale. Ces étapes, elles sont détaillées dans un guide méthodologique. Pas, non, mon fond d'écran fait que vous ne voyez pas le guide méthodo que je vous montre. Bon, c'est pas très grave. Est-ce que si je le mets à côté, non, ça marche pas non plus. Bon, c'est pas grave. Je trouverai un moyen de vous le montrer tout à l'heure. J'enlèverai mon fond d'écran et je vous montrerai. Donc pour le coup, ces étapes, elles sont reprises de manière plus détaillée dans un guide méthodologique et vous avez tout en bas, mais c'est beaucoup trop petit, on vous le repartagera. Le lien pour aller accéder à ce guide méthodologique qui est accessible gratuitement en ligne et qui reprend point par point les actions structurantes de ce qu'est un atlas de la biodiversité communale. Là, sur ce graphique-là, les éléments sont présentés de manière assez linéaire en passant par une première étape d'inventaire des connaissances déjà disponibles sur le territoire pour aider à construire un plan de prospection sur le territoire sur la base des enjeux qu'on aura préidentifiés, des ambitions qu'on veut donner à son atlas, en passant par la mobilisation des citoyens, la mise en œuvre des inventaires vers une hiérarchisation des enjeux, une formalisation cartographique et la rédaction d'un plan d'action, et puis le partage et la valorisation des différentes productions. Donc, si c'est présenté ici de manière linéaire, il faut avoir quand même à l'esprit qu'un certain nombre d'étapes doivent être menées tout au long de la vie d'un atlas de la biodiversité communale. Je pense notamment aux actions liées à la mobilisation des acteurs, dont on souhaite qu'elles puissent être mises en place dès le démarrage, dès le lancement de l'ambition et du projet d'atlas de la biodiversité communale, tout comme les actions de communication et de sensibilisation qui sont mises en place et qui ont vocation à faire connaître sur le territoire l'ensemble des étapes du projet mis en place. De manière globale, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'atlas de la biodiversité communale, il a vocation à être porté par la collectivité comme une dynamique collective, structurante, mobilisatrice pour le territoire et que il est important via le mode de faire, via la manière dont la classe est portée sur le territoire, notamment via une gouvernance adaptée, d'en faire un vrai projet de territoire pour maximiser les chances de poursuite de la dynamique une fois le financement terminé notamment et faciliter, optimiser la possibilité de mettre en place le plan d'action. Et j'évoque le plan d'action, on va pouvoir passer du coup à la diapositive suivante qui présente un certain nombre de livrables attendus en fait des dynamiques d'atlas de la biodiversité communale. Donc, au-delà du petit serpentin présenté avant, il faut avoir en tête qu'il y a trois principaux productions autour d'un atlas de la biodiversité communale. D'une part, via le volet acquisition de la connaissance, on a
des données d'inventaire qui sont produites. Et sur ce volet-là, il est important d'avoir à l'esprit ce que je disais, l'ambition projet de territoire et de se projeter dans ce que la collectivité souhaite faire de son espace et d'aller vers, finalement, dans l'acquisition de la connaissance, d'aller vers une vision stratégique et utile aux arbitrages, et donc de dépasser la simple approche espèce, la simple approche spécifique dans les inventaires qui sont réalisés, d'aborder de manière plus large une approche habitat, de privilégier les zones de méconnaissance, les endroits sur lesquels on a moins de données qui sont disponibles, et puis d'en profiter pour travailler l'approche trame, système et fonctionnalité qui vont pouvoir servir dans l'étape suivante de cartographie des enjeux, qui est du coup effectivement le deuxième grand type de livrable qu'on trouve après les données. On trouve la production, comme on indique Atlas de la biodiversité communale, la production de cartes qui permettent notamment de spatialiser et de hiérarchiser les enjeux de biodiversité sur le territoire. Et donc, d'où l'intérêt de bien réfléchir les groupes d'espèces qu'on va inventorier pour aller, ce que je disais, vers une vision qui va permettre une hiérarchisation des enjeux, un travail sur les fonctionnalités et les trames sur le territoire et le croisement avec les ambitions et les projets d'aménagement que peut développer la collectivité. Et l'idée étant aussi d'avoir une cartographie qui permette la traduction la plus facile possible, notamment dans les documents de planification, les documents d'urbanisme à l'échelle du territoire. Et enfin, le troisième grand livrable, qui est en quelque sorte le produit de sortie d'un atlas de la biodiversité communale et l'aboutissement, c'est le plan d'action dont on souhaite qu'il soit le plus opérationnel possible, et c'est-à-dire que la collectivité a profité du temps qu'elle a eu pour, du coup, sur la base des inventaires et de la cartographie des enjeux, derrière se projeter sur comment elle va pouvoir eh bien, prendre en charge, prendre en considération les enjeux biodiversité identifiés dans son projet politique à l'échelle de son territoire. Idéalement, le plan d'action, pour faciliter sa mise en œuvre une fois le document validé, approuvé, il doit être le plus opérationnel possible et co-construit avec les habitants, les acteurs locaux, les usagers. Enfin, en tout cas, il est important qu'il y ait une démarche la plus... je cherche mon mot, vous m'excuserez, en tout cas la plus inclusive possible pour faciliter son appropriation territoriale, son appropriation locale et la faciliter du coup la mise en œuvre derrière. Il peut du coup traiter d'un grand nombre de pistes d'action, la poursuite de l'acquisition de connaissances sur le territoire une fois la dynamique ABC terminée, la poursuite ou la mise en place d'actions de sensibilisation de certains groupes d'acteurs, de certains usagers, de certains publics cibles, des actions concrètes de restauration d'espaces ou de milieux qui auront été identifiés comme à enjeu sur le territoire, des projets liés à l'aménagement du territoire, donc la traduction dans les documents de planification, documents d'urbanisme, SCOT, PLUI, PLU, mais aussi travailler sur la gouvernance interne au sein de la collectivité, sur les sujets biodiversité, comment est-ce que on fait infuser finalement les résultats de cette connaissance des enjeux du territoire dans d'autres politiques, via d'autres services, via des publics qu'on aborde peu, etc. Voilà sur cette diapositive-là. La diapositive suivante, elle vous représente de manière cartographique le recouvrement des ABC sur le territoire national à ce jour. Il y a plus de 4600 communes qui sont concernées par un ABC. Les projets d'ABC tels qu'ils sont soutenus à l'heure actuelle par l'Office français de la biodiversité courent sur une durée de 3 à 4 années. Ils peuvent être portés à l'échelle communale ou intercommunale. Ils sont
porté par les collectivités, mais les collectivités peuvent sans aucun souci s'associer à des structures qui possèdent de l'expertise naturaliste ou de l'expertise en termes d'animation territoriale et autres expertises en tant que de besoin. Et devrait être reconduit en 2025 l'appel à projet qui adossé au fonds vert, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui permet de soutenir les projets à hauteur de 80% jusqu'à un montant de 250 000 € par projet. À l'échelle du coup du territoire régional, depuis 2017, une 35 projets, 35 projets d'Atlas de la biodiversité communale ont été soutenus, représentés par 32 porteurs de projets différents, tant des communes que des EPCI, communautés de communes et parcs naturels régionaux. On a les 5 parcs naturels régionaux du territoire qui sont investis et mobilisés dans les dynamiques d'Atlas de la biodiversité communale. Donc la carte que vous voyez, elle ne représente pas toutes les communes qui en font l'objet, puisqu'on a parfois des porteurs, comme les parcs naturels régionaux notamment, qui accompagnent du coup des projets d'Atlas de la biodiversité communale sur une partie de leur territoire, puisqu'il est parfaitement possible pour un EPCI, une structure intercommunale, en tous les cas, de porter un Atlas sur une partie de son territoire seulement, en justifiant bien le choix territorial qui est fait et qui est une cohérence finalement dans l'enveloppe qui est proposée pour la réalisation de cet atlas. Du coup, petit zoom sur la campagne 2025 que j'ai indiqué sous réserve, sans rentrer dans les considérants actuels d'incertitude budgétaire. Mais on nous annonce a priori du coup un renouvellement de l'appel à projet Atlas de la biodiversité communale associé au fonds vert. Donc les éléments financiers, je vous les ai déjà indiqués tout à l'heure, sont éligibles donc les collectivités et les établissements publics. Les associations sont éligibles en porteur seul qu'en outre-mer. Sur le territoire hexagonal, les associations sont éligibles en partenaires des collectivités pour des projets de 36 à 48 mois, avec comme en 2024 du coup des dossiers qui peuvent être déposés via, c'est indiqué via Aide Territoire, mais en fait c'est via démarche simplifiée accessible sur Aide Territoire. Et les dossiers peuvent être déposés tout au long de l'année, avec en fait des périodes de relève qui sont effectuées par l'établissement, par l'OFB, pour extraire les différents projets qui auront été déposés en amont de cette date-là. On nous annonce du coup les 2 premières dates pour 2025 de relève des dossiers, le 17 mars et le 16 juin. Et excusez-moi, dernière diapositive, je vous ai mis sur cette diapositive-là mon contact. J'invite chaque collectivité qui souhaite développer un projet d'atlas de la biodiversité communale à bien prendre mon attache en amont du dépôt du dossier pour qu'on puisse échanger et aller plus loin que les éléments d'information que j'ai pu vous donner jusqu'à présent. Il y a un certain nombre de points d'attention et d'attendus pour réaliser un bon atlas de la biodiversité communale. Et donc, un temps d'échange permet du coup de s'assurer qu'un certain nombre d'éléments sont bien pris en considération dans les projets qui sont développés et facilite du coup je dirais l'acceptation des projets qui sont déposés. Pour le coup, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'un ABC, c'est pas une fin en soi. J'espère avoir réussi à exprimer ça dans mes propos. C'est bien une traduction d'un engagement d'une collectivité. C'est soit un premier pas d'une collectivité sur les sujets biodiversité, soit ça peut être aussi un pas supplémentaire pour une collectivité qui fait déjà des choses et qui a envie finalement d'aller plus loin.
Mais quoi qu'il en soit, l'idée, c'est que se lancer dans un atlas de la biodiversité communale, c'est se lancer dans une démarche d'amélioration continue en fait de la prise en compte des sujets biodiversité sur le territoire et du coup qui a vocation à se poursuivre et notamment à pouvoir se traduire via la production d'un plan d'action à une reconnaissance dans la dynamique territoire engagé pour la nature. Et je fais le lien avec les propos de Mélanie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et je vais essayer au maximum d'y répondre dans le chat et sinon on y répondra à l'oral après. Merci Hélène. Je te passe le relais pour le suivi aussi du module des inscrits et des participants. Et donc, je vais prendre la suite d'Hélène pour vous parler du dispositif territoire engagé pour la nature. Donc, moi, je suis chargée de la mobilisation des territoires au sein de l'Agence régionale de la biodiversité et on est sur une mission qui est hébergée par l'Union régionale des CPIE. Territoire engagé pour la nature, c'est un dispositif national qui a été initié par le ministère de la Transition écologique et Région de France et qui a sa gouvernance régionalisée, à savoir qu'on a un collectif régional et un jury régional composé des 5 membres fondateurs de l'Agence régionale de la biodiversité, à savoir l'ADREAL, l'Office français de la biodiversité, la région Hauts-de-France et les 2 agences de l'eau, Artois, Picardie et Seine-Normandie. Ce dispositif, il s'adresse à qui? Il s'adresse à l'ensemble des collectivités infradépartementales, établissements publics de coopération intercommunale, communes, pôles d'équilibre territorial et rural, mais également aussi les pôles métropolitains. Vous en doutez, de ce fait, quelle que soit la taille de votre collectivité, vous pouvez candidater à ce dispositif. Village, petite ville, métropole, mais également communauté de communes rurales, aussi bien que communauté urbaine. De même, le dispositif vous est accessible quel que soit votre niveau d'avancement en matière d'intégration, d'action en faveur de la biodiversité. Que vous soyez débutante ou initiée avec des programmes d'action qui peuvent être menés déjà depuis plusieurs années. L'idée, voilà, c'est vraiment d'être sur un dispositif qui soit adapté à l'ensemble des collectivités. Alors, au niveau national, à l'heure actuelle, le réseau se compose de 555 collectivités. Et pour nous, au niveau régional, nous sommes à 26 collectivités. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment une diversité aujourd'hui de collectivités avec des importantes comme la communauté urbaine de Dunkerque, d'Ouézy-Aglo, des communes de taille intermédiaire. On a Villeneuve d'Ascq avec Yoann Tison qui va intervenir, mais également des petits villages comme Resson-le-Long et Thiécourt, qui vient justement de rejoindre le réseau là au mois de novembre avec la commune de Saint-Josse et de Camon. Ce sont les derniers à avoir rejoint le dispositif. Et donc, quel est l'intérêt pour vous, collectivités, d'aller vers cette démarche? Tout d'abord, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour formaliser un programme d'action à 3 ans. L'idée, ce n'est pas d'être sur un guichet unique de dépôt d'un dossier, mais bien de pouvoir bénéficier d'un appui à la réflexion, de conseils tout au long de votre processus de réflexion pour identifier les actions, les fiches projets que vous viendriez à déposer et à proposer pour obtenir cette reconnaissance territoire engagé pour la nature. Il est important aussi d'avoir en tête que les actions que vous allez proposer, ce sont bien des actions que vous prévoyez de mener et de mettre en œuvre dans les 3 ans. Également, dans le cadre de territoire engagé pour la nature, il n'y a pas à l'heure actuelle de financement direct concernant ce dispositif. Pour autant, l'idée, c'est bien de, par contre, en tant que territoire engagé pour la nature, de bénéficier d'une facilitation pour être mis en contact avec les principaux financeurs en région, mais également d'avoir l'information sur la disponibilité de financement de manière aussi préférentielle. Certains appels à projets à l'heure actuelle peuvent donner ce qu'on appelle un peu des points bonus à aide territoire engagé pour la nature.
C'est le cas, par exemple, avec les fonds verts. Il y a aussi dans la grille d'analyse, par exemple, pour les atlas de la biodiversité, un un item qui concerne les territoires engagés pour la nature. Également, de pouvoir bénéficier d'une valorisation nationale, régionale ou locale à travers des événements qui peuvent être organisés. Donc c'est le cas au niveau national avec les rencontres biodiversité et territoire qui sont organisées par l'Office français de la biodiversité maintenant depuis 2023. L'idée, c'est de les organiser tous les 2 ans, donc les dernières ont eu lieu à Montpellier, avec des temps forts organisés justement à l'intention des territoires engagés pour la nature. Également au niveau régional, donc on organise annuellement une remise des prix territoires engagés pour la nature, mais on a aussi mis en place, avec la création de l'Agence régionale de la biodiversité, là, fin 2023, les premières rencontres biodiversité en mois de septembre, où également un temps fort a été fait pour l'ensemble des collectivités engagées en Hauts-de-France. Une fois que les collectivités ont été reconnues, territoires engagés pour la nature, l'idée c'est de poursuivre cette démarche aussi d'accompagnement et d'appui à travers le Club des engagés, qui regroupe l'ensemble des collectivités territoires engagés pour la nature, les atlas de la biodiversité communale et les capitales françaises de la biodiversité. L'idée c'est de pouvoir d'organiser à votre bénéfice des temps d'échange, de partage d'expériences entre les collectivités du territoire régional à travers différents formats. Ça peut être des webinaires, des conférences, mais également des visites inspirantes, des ateliers. L'offre s'adapte en fonction aussi des besoins que les collectivités engagées font remonter, aussi bien en termes de format que de sujet. Pour aussi être source d'idées pour les collectivités qui souhaiteraient candidater, donc au-delà des webinaires comme celui du jour, vous avez accès à l'ensemble des précédents replays et également une série de podcasts qui a été conçue grâce aux témoignages de plusieurs collectivités reconnues TEN et qui ont donc partagé leur expérience sur leur démarche de candidature ou sur des actions qu'elles ont pu proposer. Comment être reconnu territoire engagé pour la nature? Donc, il y a un dossier à compléter. Ce dossier, il a 2 objectifs. D'un côté, un questionnaire qui a pour vocation de vous aider à faire un état des lieux de vos pratiques en faveur de la biodiversité. Qu'avez-vous ou pas déjà réalisé et donc quelles sont les pistes et la marge d'amélioration possible? À partir de là, l'idée, c'est que vous puissiez compléter des fiches actions qui vont vous permettre en effet de vous améliorer ou de faire des choses en plus sur ces axes, où il y a encore où il y a un enjeu de peut-être pour vous de faire un pas en plus pour aller plus loin sur cette thématique de la biodiversité. Donc l'idée, c'est que ces fiches actions puissent être mises en œuvre dans les 3 ans à partir de votre démarche de dépôt de demande de reconnaissance. 4 axes de travail sont identifiés dans ce dossier. Tout ce qui est de l'ordre de l'amélioration des connaissances. Le second axe concerne les actions en faveur de la protection et de la restauration de la biodiversité. Un troisième axe sur l'aménagement et la gestion durable du territoire. Donc là, on est plutôt sur la partie où il y a tout ce qui peut être en transversalité avec d'autres programmes et d'autres actions portées par la collectivité. Et enfin, un axe sur l'éducation citoyenne à la nature. Le jury qui va regarder votre dossier, qui va donc confirmer que votre projet répond aux critères du dispositif et de la reconnaissance, va regarder 5 critères. Tout d'abord, le premier critère, on dit impliquant et transversal, concerne le fait de voir si votre projet prévoit d'impliquer des acteurs de votre territoire, différents publics, mais aussi se veut transversal par rapport aux différents services de la collectivité mobilisée ou aussi élus pour les plus petites communes. Que ce programme d'action soit proportionné et atteignable au regard des enjeux de votre territoire, mais également des moyens financiers et humains de la collectivité. Additionnel, c'est-à-dire que les actions que vous proposerez doivent aller au-delà de vos obligations réglementaires. Si vous venez à déposer par exemple une fiche action sur la mise et la réalisation d'une mesure compensatoire, ça ne sera pas considéré comme une fiche action, puisque vous êtes dans l'obligation de faire et de réaliser cette mesure. On est bien sur donc des actions volontaires pour aller plus loin en matière de biodiversité.
Également mesurable et révisable. L'idée, c'est qu'on est dans ce processus et dans cette démarche d'amélioration continue et donc que vous puissiez identifier des indicateurs ou une méthode, pour pouvoir suivre, évaluer votre projet au cours des 3 années et à l'issue des 3 années, de manière à pouvoir voir s'il y avait des points d'amélioration possibles et dans l'idée d'être sur un cycle, en effet, de repartir sur un nouveau cycle à 3 ans. Bien évidemment, alors le dernier critère, c'est impactant. Ça peut sembler évident, mais on le rappelle que ces projets aient un impact direct ou indirect en faveur de la biodiversité. Et donc, comme je vous le disais, tout au long aussi de ce processus, l'idée, c'est de, voilà, c'est de pouvoir bénéficier d'un accompagnement et d'un appui à la réflexion sur votre projet. Au niveau du calendrier, on a 2 sessions par an pour, faire en effet le relevé, des, demandes de reconnaissance. Donc, une en juillet et en janvier et donc la prochaine date est celle du 15 janvier 2025. Donc, vous retrouverez les informations pour le dépôt des dossiers, c'est sur l'adresse mail animation-ten@cpie-hauts-de-france.fr. Et pour pouvoir télécharger et avoir aussi l'ensemble des éléments de détail et de présentation du programme, vous pourrez les retrouver sur la page régionale du dispositif Territoire engagé pour la nature de la plateforme nationale. Pour pouvoir un peu plus illustrer en effet les différentes articulations, Hélène vous en a évoqué plusieurs. Un schéma, alors on espère qu'il sera plutôt pédagogue. Donc, au niveau tout d'abord de cette articulation entre atlas de la biodiversité communale et territoire engagé pour la nature. L'idée, c'est par exemple, quand vous avez mené un atlas de la biodiversité communale, Hélène, vous l'évoquiez, hein, c'est bien, l'idée c'est d'aller au-delà d'une simple démarche d'inventaire, de catalogue de données et de mobilisation, d'avoir vraiment, à l'issue de votre démarche d'ABC, un programme d'action. Et ben, la démarche TEN peut vous permettre de prioriser et de sélectionner les actions que vous allez souhaiter mettre en œuvre durant les 3 premières années et de pouvoir, voilà, de fait constituer votre feuille de route à 3 ans, heu et d'être reconnu pour ces engagements que vous prenez à agir en faveur de la biodiversité. Inversement, une collectivité qui souhaiterait partir sur territoire engagé pour la nature pourrait aussi identifier à travers son panel d'actions différentes projets, dont concernant cet axe sur l'amélioration des connaissances, se dire bah, l'outil Atlas de la biodiversité communale correspond à mon besoin. J'ai besoin d'avoir une vision globale des enjeux de mon territoire. J'ai déjà connaissance de certains sujets sur certains sites pour lesquels on a déjà fait des inventaires, mais on n'a pas une vision globale de notre territoire. Et donc là, l'ABC peut devenir cette première action aussi de votre candidature et de votre dossier territoire engagé pour la nature. L'idée, donc, Hélène vous l'a aussi évoqué, hein, c'est toute la mise en relation avec le projet de territoire. Faire en sorte que ces deux démarches, ABC et TEN, vous permettent d'intégrer le plus en amont possible les enjeux biodiversité. Au niveau soit de la planification territoriale, hein, tout ce qui est du ressort des documents d'urbanisme, mais également d'autres programmes et plans d'action que sont les plans climat, air, énergie, les plans alimentaires territoriaux, mais également les plans paysages. Vous pouvez aussi, enfin, ces démarches peuvent venir aussi alimenter vos programmes, vos démarches de contractualisation au niveau des contrats de la réussite de la transition écologique, les contrats de ville, mais également les programmes Petites Villes de demain et Villages d'avenir. On l'évoquait, la biodiversité, c'est un sujet qui a pour vocation demain d'être le plus transversal possible au sein des compétences et des services des collectivités, de manière à pouvoir alimenter l'ensemble de vos politiques locales et de vos projets. À travers différentes thématiques, hein, aussi bien l'eau, l'énergie, l'adaptation au changement climatique, le paysage, le cadre de vie avec le réseau, par exemple, des villes et villages fleuris, l'aménagement, le logement, l'éducation, le développement économique et également le tourisme. L'idée, c'est de faire de la biodiversité une approche systémique, vraiment d'avoir cette vision globale d'ensemble, de l'ensemble des axes stratégiques d'un territoire qui peuvent contribuer à agir en faveur de la biodiversité et de ne pas être sur une simple approche sectorielle où pourrait se dire bah, c'est juste l'élu en charge de l'environnement qui est concerné ou le chargé de mission.
ou le service environnement, mais bien de se dire que ces thématiques ont vocation à être traitées et à venir s'intégrer dans l'ensemble de vos démarches. Et donc voilà, ça c'était un peu la vision théorique des choses. Et là, l'idée, c'est de passer la parole à 2 collectivités qui vont vous partager comment elles se sont appropriées ces dispositifs et derrière, concrètement, qu'est-ce qu'elles ont pu mettre en œuvre. Donc je vais d'abord passer la parole à Frédéric de la ville d'Étaples. Et donc je vais arrêter le partage d'écran pour que tu puisses reprendre la main, Frédéric. Normalement, tu as accès au partage d'écran. Donc, on a ton écran. Par contre, on ne voit pas la version plein écran. C'est bon. Tu as ton micro. Ça arrive à... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous m'entendez? Ouais, impeccable. Donc bonjour, Frédéric Calouin, donc responsable du service développement durable, éducation et environnement de la commune d'Étaples. Donc une commune, voilà, pour faire un petit point, qui se trouve dans le Pas-de-Calais, en frange littorale, une ville de 11 000 habitants, 13 km², avec une répartition assez équilibrée entre la ville, la campagne et puis les milieux naturels qui sont principalement des milieux dunaires, des milieux littoraux de type estuaire, avec une population plutôt à bas revenus et avec une économie assez axée vers le tourisme. Voilà, j'en parle parce que c'est important aussi, parce que ça initie aussi la démarche de la commune. Euh, on est un petit service nature avec uniquement 2 personnes qui sont naturalistes, moi en tant que chargé de projet écologue, et puis un animateur nature dont le temps de travail est quasiment à 100% de l'animation. On a la chance sur notre territoire d'avoir une réserve naturelle nationale de plus de 500 hectares, donc ce qui est un petit joyau à mettre en valeur, mais qui n'est pas géré par la commune. Et puis des habitats naturels assez variés, et notamment des habitats littoraux, qui font qu'on a une biodiversité quand même relativement riche. La démarche ABC de la commune, elle a été initiée d'abord par le souhait de pouvoir passer le cap de la 4e fleur au niveau du label Ville et Village Fleuris. Je vous dis qu'on est dans une commune plutôt pauvre et axée aussi vers le tourisme. Donc c'est important aussi pour ces communes de mettre en valeur le cadre de vie, que ce soit pour les habitants ou pour les gens de passage. Donc c'était quelque chose que la commune sur lequel elle essayait d'avancer depuis 2002. Hein, depuis 2002, elle était 3 fleurs. Elle essayait de passer le cap 4 fleurs. Elle n'y arrivait pas. Il manquait cette proportion liée à la biodiversité. Et donc, à cette occasion-là, ben, on a fait le dépôt d'un appel à manifestation d'intérêt à l'époque à l'AFB, devenu OFB aujourd'hui, euh, voilà, pour pouvoir lancer un atlas de la biodiversité communale. Donc, pour le montant, on avait demandé 60 000 euros. Enfin, on avait déposé un dossier à 60 000 euros avec 40 000 euros d'inventaire, mais et d'animation qui était réalisé en régie par moi-même et mon collègue, et puis 20 000 euros qui ont été subventionnés, du coup, qui permettaient l'acquisition de matériel d'inventaire, de matériel de sensibilisation, des paires de jumelles, du matériel optique, etc. Et puis qui permettaient aussi toute la valorisation pédagogique, que ce soit en cours d'Atlas ou que ce soit à la fin de l'Atlas. Euh, les inventaires se sont principalement concentrés sur les habitats naturels, sur la flore, sur la vie faune nicheuse et sur les papillons de jour, sur une durée qui était initialement normalement de 36 mois, mais qu'on a rallongé puisqu'on a eu, durant cette période, de petites périodes un petit peu compliquées avec le Covid, un printemps complètement loupé, voilà, où on est resté chez soi, hein. Et puis un automne où ça a été compliqué de faire participer les gens, puisqu'on avait des jauges, voire des interdictions de concentration à l'intérieur. Cet atlas, il a quand même permis de produire plus de 11 700 données qui ont été fournies par à la fois les agents communaux, les naturalistes locaux, les stagiaires, les habitants et les structures gestionnaires. Dans le cadre de cet atlas, il y avait une très forte partie euh, mobilisation des habitants,
à travers, alors je ne reviendrai pas dessus parce que je ne l'ai pas forcément beaucoup détaillé cette partie-là, à travers des soirées, on faisait des conférences le soir, et puis le samedi, on faisait une sortie nature voilà, on apprenait un petit peu les papillons, et puis le samedi, on allait sur le terrain pour apprendre à les reconnaître. Donc voilà, donc ça marchait un tout petit peu, mais voilà, le problème des données fournies par les habitants, c'est que ça demande derrière beaucoup de travail de validation, quoi. Donc voilà le résultat des données. Donc vous avez sur la carte en haut à gauche, c'est avant l'Atlas. Donc c'est toutes les données qu'on avait avant l'Atlas. Donc on voit que toutes les données sont concentrées sur des parties en fait particulières qui sont la réserve naturelle nationale et l'estuaire, hein. Et après l'Atlas, bon, on voit forcément que les données, notamment intra-urbaines, ont- sont, sont beaucoup ressorties sur beaucoup d'espaces. Alors on s'est concentré, nous, sur les espaces publics ou lorsque les espaces étaient visibles à distance pour les oiseaux, on peut les identifier depuis la route, par exemple. Donc voilà, on peut avoir des données chez le privé, mais on n'est pas allé faire des inventaires dans les jardins des gens, par exemple, ou sur les territoires qui étaient privés, d'où les petits trous qu'on peut avoir sur les cartes. Donc c'est quelque chose qui a été très intéressant. Alors, bon, on avait la chance d'avoir quand même en période pré-Atlas déjà quand même pas mal de données sur le secteur avec, donc, qui ont permis aussi de bien cadrer les inventaires et de faciliter le travail pendant la période d'inventaire, hein. Alors ce travail, il a permis au final de réaliser des cartes de synthèse avec la flore protégée, la flore patrimoniale, une mise à jour de la cartographie d'habitat. Donc nous, on s'était engagé de partir de la cartographie existante pour la mettre à jour, hein. Euh, on a fait du travail aussi sur la faune, sur la faune notamment, avec un stagiaire qu'on a accompagné sur presque 120 points d'écoute à travers le territoire. C'est la carte que vous avez en haut à droite. Et tous ces éléments-là, en fait, ont servi à la fois à la production d'un document technique, donc c'est le petit document que vous avez à droite, qui lui, on va dire, est plutôt à destination interne et qui sert à alimenter les différents services et à faire le choix des décisions après sur la stratégie de développement de la commune, d'aménagement sur la commune. Et puis une partie mise en valeur des données sous la forme une exposition à l'intérieur avec des panneaux voilà, d'information, et puis des expositions aussi extérieures avec les principaux résultats, voilà, pour que ce soit accessible au maximum des gens. Forcément, il y a aussi eu de la publication sur le journal communal, sur les éléments locaux, enfin voilà, sur les supports communaux. On a aussi valorisé ça auprès des classes en accueillant les classes, toutes les classes de CE2 par exemple, qui sont passées pour travailler sur ces résultats-là de l'Atlas. On est abouti à de quoi une carte qui est un peu une carte de synthèse, qui reprend à la fois des éléments qui existaient déjà, comme les réservoirs de biodiversité qui étaient issus de la trame verte et bleue régionale, euh, mais à laquelle on a rajouté, nous, des cœurs de biodiversité probables qui, voilà, qui n'avaient pas été cités dans les documents. Et puis aussi tout ce qui est espace vert et espace naturel relais. Donc des zones à l'intérieur de la commune qui ont un potentiel en termes de biodiversité d'après les travaux qu'on a fait sur l'Atlas, mais qui pourraient être améliorés. Donc c'est ce que nous on appelle les espaces verts relais. Voilà. Et puis on a travaillé un peu sur les connexions, avec les connexions par tram forcément, euh, à la base sur le résultat de la cartographie d'habitat, mais aussi sur une cartographie du patrimoine arboré qu'on a réalisé. Alors bon, c'est plutôt sur de la connectivité par tram. Là, on n'a pas été jusqu'à la fonctionnalité de ces trams. Mais bon, voilà, l'idée, c'était d'avoir une vision de ce qu'on peut faire sur la commune et des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. Donc voilà pour la temporalité du premier, donc un ABC lancé en janvier 2019 qui est venu alimenter du coup l'obtention de la quatrième fleur, qui est un objectif en octobre. Voilà. Et puis l'année d'après, donc un lancement à travers TEN, donc un dossier TEN qui s'est plutôt, alors on était encore en cours d'Atlas, donc qui s'est plutôt orienté vers des mesures qui étaient plutôt soit des mesures génériques, on va en voir un certain lot après,
soit qui étaient basés sur des enjeux qui avaient été identifiés lors de la phase pré-Atlas avec les données déjà existantes. Bon, voilà, je rappelle que le Covid n'a pas facilité les choses, mais voilà, on a réussi à s'en sortir. Parmi les exemples d'actions qui avaient été du coup lancées dans le cadre de la démarche TEN, ben, il y avait cet approfondissement de connaissances, notamment sur la partie du patrimoine arboré. La commune d'Étape a toujours été une commune voilà, qui fait chaque année un petit peu de plantation, un petit peu de boisement, surtout à l'aide des enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était un fait un peu, voilà, le terrain qui reste dans un coin, on va le planter. Là, l'idée, c'était vraiment que cet atlas, ce travail permette de dire où en priorité planter, quoi planter aussi, pour entraîner notamment une diversification du boisement. On s'est rendu compte, quand on a fait l'inventaire, que 70% des arbres plantés, c'était de l'érable, par exemple. Donc, voilà. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on évite de mettre de l'érable et on va plutôt vers d'autres espèces. Parce que le jour où il y a une maladie sur l'érable, on ne va pas être bien, quoi. Et donc, ça a permis ce travail-là, travail qui a été aussi permis par l'achat du matériel via l'Atlas. Donc, notamment, on travaille avec une tablette, avec un système SIGE type QField, pour ceux qui connaissent, intégré dans la tablette, qui permet d'aller sur l'arbre, le localiser, prendre son espèce, son diamètre, etc. Et puis faire des petits travaux de cartographie comme vous avez en bas au milieu. Voilà. Alors, il faut maîtriser un peu la cartographie. Moi, j'ai la chance de savoir le faire. Donc, du coup, on a pu le faire aussi avec une stagiaire. Parce que moi, j'aime bien transmettre ma passion. On a aussi profité pour mettre en place une charte de l'arbre à la suite de ce travail. Euh, Charte de l'arbre, voilà, avec pas mal de choses à l'intérieur. Vous pouvez la retrouver sur le site de la commune, cette charte, notamment la mise en place d'une commission arbre qui statue sur les interventions nécessaires sur les arbres qui sont demandées soit par les administrés ou soit par les services. Voilà, donc pour essayer toujours de trouver la solution qui va maintenir l'arbre en place. Autre exemple d'action générique, des actions sur la pollution, notamment, ben, nous en milieu littoral, on est très affecté par tout ce qui est déchets qui vient de la mer ou qui vient du fleuve. Donc, avec la mise en place de bacs à marée, une petite nouveauté, c'était la mise en place d'un bac à marée flottant, donc sur un ancien catamaran, en fait, qui est mis au cœur de l'estuaire avec un AOT, hein, et qui est ramassé pendant l'été une fois par mois et qui permet aux gens de pouvoir collecter les déchets, de faire des ramassages en groupe ou même solitaire, hein, et puis de ne pas devoir remonter les sacs faire 15 km avec 20 kilos sur le dos, quoi. Donc là, nous, on vient les vider une fois tous les 1 mois et demi par voie maritime, par bateau. Et puis voilà, des cendriers de poche pour la lutte contre les mégots, des plaques aussi au niveau des bouches d'égout les plus sensibles pour rappeler bien que le pluvial part directement à la Canche et qu'il ne faut pas y jeter les eaux de lavage. Et puis même un travail via les actions lancées par l'Ifremer avec des collégiens pour analyser les déchets plastiques dans les laisses de mer, par exemple. Toujours des actions plutôt génériques, donc la mise en place de gîtes et de nichoirs qui sont confectionnés avec les enfants. Donc on achète le bois brut. Donc ça a été financé grâce au Fonds biodiversité du département du Pas-de-Calais. Donc, on achète le bois brut, on fait des pré-découpés par les services techniques, les enfants les assemblent, les préparent, et ensuite on va les poser alors, dans les écoles et sur les espaces verts de la commune, avec un suivi aussi de ces nichoirs pour voir justement si les résultats sont corrects. Voilà, les résultats sont toujours variables en fonction des endroits d'implantation, mais globalement, c'est toujours une plus-value de mettre des nichoirs pour les espèces qui vivent quand même proche de l'homme, quoi, et pour lesquelles les milieux naturels sont plus présents. Un chantier là qui fait plus appel à la mobilisation citoyenne à travers le travail sur la restauration d'un blocos de la Seconde Guerre mondiale qui était abandonné, squatté avec beaucoup de déchets, donc avec lequel, beaucoup de jeunes du centre de prévention et du centre social, on est venu nettoyer ce blocos, donc le vider de toutes les cochonneries qu'il pouvait y avoir dedans.
Et puis on l'a aménagé en posant justement des briques sur le toit, sur les murs, etc. Et puis en protégeant les entrées, hein, en limitant les accès pour pouvoir à la fois les protéger des curieux et puis aussi pour maintenir l'humidité et protéger des vents, des courants d'air, quoi. Donc voilà, une jolie action assez sympathique. En avril 2003, on a fait le choix du coup de post-Atlas de redéposer TEN, donc de refaire un dossier. Donc on fait le bilan du précédent qui n'était pas trop mauvais, et puis on lance le nouveau. Et ce nouveau, avec les données de l'Atlas, ça nous a permis de cadrer les actions plus facilement. Parmi les actions, on avait identifié sur la commune 3 réservoirs de biodiversité qui aujourd'hui n'étaient pas. Enfin, un est géré en commune, les 2 autres étaient pas forcément gérés, on va dire. Et donc l'idée, c'était sur 2 de ces 3 sites de pouvoir mettre en place des plans de gestion. Donc il y a une zone qui est euh, un boisement, et sur ce boisement, du coup, euh, on n'avait pas forcément, nous encore, dans le cadre de l'Atlas, fait un diagnostic chiroptère, même si on avait déjà une idée de la richesse qu'il pouvait y avoir dans le secteur. Et donc, on a lancé, grâce à la mobilisation des fonds Mob Biodive, alors qui n'existe plus aujourd'hui, mais voilà, on a le fond vert, hein, donc on a des penchants, de pouvoir travailler sur la faune chiroptérologique de cette forêt, de voir les secteurs où on avait le plus de bois possible pour accueillir les chiroptères qui sont cavernicoles, voilà, et puis d'adapter une gestion en fonction du type de boisement et de l'occupation des chiroptères, ben, différente en fonction des boisements. Même si Ciaran, l'année dernière, est venu un petit peu, un petit peu faire le travail parfois avec beaucoup d'arbres tombés, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui a même mérite à être élargi à l'échelle de la commune en global. Et donc, ça a permis d'établir sur ce site un plan de gestion, voilà, avec des actions sur 5 ans, voilà, qui permettent d'avoir aussi un suivi dans le temps des actions à mener sur ces milieux naturels. On l'a fait sur 2 zones, donc cette partie forêt et une partie dunaire. Alors la troisième zone, c'était une zone humide, donc elle n'était pas concernée par l'appel à projet Mode Biodive à l'époque. Mais bon, voilà, peut-être bientôt, on verra en fonction des moyens. Ça nous a permis aussi de communiquer sur ces espaces qui sont des espaces souvent périphériques de la commune avec une forte fréquentation, donc où entre guillemets les enjeux biodiversité ne sautent pas à l'œil, de pouvoir mettre en valeur avec des petits panneaux d'information, voilà, sur le fait que malgré qu'on est sur un boisement périphérique très, très fréquenté, on a aussi de la richesse peut-être plus commune, mais aussi importante, parce que c'est souvent ces réservoirs-là qui vont alimenter la ville et le cœur de ville et qui vont bénéficier des espaces naturels relais, justement. Et puis une deuxième action qu'on a menée, on s'est rendu compte que la mobilisation des acteurs du territoire, c'était quand même compliqué sur Étaples, parce qu'on est plutôt une ville populaire. Euh, Au final, quand on faisait les activités, on avait beaucoup de gens d'autour, de Touquet, Stella, Merlimont. Et au final, les gens locaux, c'est un peu compliqué de les faire venir. Euh, Parce qu'ils n'ont pas forcément d'appétence pour ces thèmes-là. Donc l'idée aussi, c'était de se dire, on va prendre un parc, le parc communal de la commune, le dernier parc communal de la commune, euh, et puis on va le valoriser en tant que vitrine, du coup, pour mettre en valeur des actions qu'on peut mettre en place chez soi pour la biodiversité. Et donc on a des travaux qui ont été réalisés déjà l'année dernière, c'est ceux que vous avez en haut. Donc, sur la photo de gauche, en fait, c'est une haie qui était à la base horticole, qui a été replantée en espèces totalement indigènes et même du label végétal local, voilà, qui est un alignement cette fois-ci entretenu de façon biodiversité, hein. Donc, on ne vient pas enlever les mauvaises herbes au pied, hein, on laisse pousser, on met des petits troncs au pied, et puis ça fait très joli, ça fait un peu sauvage, et les insectes, ils s'éclatent dedans, et du coup, les enfants, ils s'éclatent aussi à chercher des insectes là-dedans. Et puis en haut à droite, c'est un verger qui a été réalisé notamment avec le soutien technique de NRX,
qui sont venus nous aider sur le choix des espèces, sur le type de plantation, sur le type d'arbre, sur le type de porte-greffe aussi. Donc on a un petit verger avec une quarantaine d'espèces de pruniers, pommiers, poiriers, voilà, qu'on a réalisé aussi avec les enfants, hein, et qui, voilà, qui j'espère dans quelques années donnera des résultats. Et puis une deuxième phase de travaux un peu plus conséquente qui ont lieu actuellement, même s'ils sont déjà bien avancés. Donc une phase de récupération d'eau, puisqu'il y a un bâtiment, hein, derrière ces parties vertes. Donc de la récupération d'eau du bâtiment pour alimenter en fait une mare dans un espace d'éco-pâturage. Euh, voilà. Ça fait partie des actions, mais on retraite aussi toutes les surfaces. Et puis voilà, les gens qui veulent voir viendront voir une fois que l'action sera finie, mais je pense que ce sera un joli petit site aussi pour mettre en valeur. Alors, bon, les récupérateurs d'eau, on fait pas ça, tout le monde fait pas ça dans son jardin, hein. Là, il y a 40 mètres cubes, c'est quelque chose d'assez conséquent. Donc, 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 en conclusion, l'articulation entre les différentes démarches est intéressante parce qu'elles s'alimentent les unes les autres. Donc, à la fois, un atlas va alimenter TEN, et puis TEN, en fait, finalement, TEN, c'est un peu le plan d'action. Enfin, en tout cas, derrière un atlas, c'est un peu le début du plan d'action qui va être intéressant. Ça reste assez souple, donc c'est pareil, on peut s'adapter. Nous, il nous arrivait parfois de nous engager sur des mesures qu'on n'a pas réussi à mettre en place parce que voilà, il peut y avoir plein de raisons, les finances, le personnel disponible, etc., la politique de la ville, hein. Mais voilà, on arrive toujours aussi, ben, parfois à faire des choses aussi qu'on n'avait pas prévues. Donc on se dit, ben, tiens, au final, ça fonctionne aussi beaucoup avec les moyens qui sont mis à disposition. Donc, juste j'ai ajouté un petit conseil parce que je pense que c'est le point important, c'est de s'appuyer sur une ingénierie écologique. Alors, j'ai mis ingénierie, c'est pas forcément des ingénieurs, hein. Ça peut être des niveaux plus bas, mais qui connaissent bien le contexte naturel de la commune. Ça peut être des agents, ça peut être des habitants, ça peut être des associations, euh, ça peut être éventuellement des bureaux d'études. Mais voilà, l'important, c'est que, en tout cas à l'échelle d'une commune, il faut quand même connaître particulièrement bien le terrain pour savoir ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui va être accepté, pas accepté. Et puis le travail de sensibilisation qu'il y a derrière, qui s'arrête pas à la durée d'un atlas, mais voilà, qui est continu. Moi, encore chaque année, mes fauches tardives, voilà, je suis obligé de communiquer dessus pour que les gens les acceptent. Et voilà, donc c'est quelque chose à faire sur le long terme, mais c'est quelque chose d'efficace. Et nous, chaque année, on monte aussi en compétence les gens de la commune, les habitants, les enfants. On sent que la partie nature, elle commence à rentrer à l'intérieur des gens. Ça devient plus, même sur le personnel chez nous, quelque chose de plus régulier, hein. Les premières années, on ne faisait pas forcément appel à moi dès qu'on avait un sujet nature. Voilà, aujourd'hui, tout de suite, on dit là, il y a une partie nature voilà, on demande l'avis de Fred. Hein, c'est moi, Frédéric. Donc, on me demande mon avis. Et puis, on peut orienter justement des travaux d'aménagement, des travaux forestiers, même juste des massifs, voilà, des massifs quelquefois de plantation en disant, là, faites attention, vous êtes en bordure de milieu naturel, allez pas planter n'importe quoi qui vont s'échapper en milieu naturel. Donc voilà, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, j'ai mis mes coordonnées également dans le bas si vous souhaitez me contacter et avoir des éléments, faire un petit temps d'échange avec nous. Il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Merci Frédéric, et puis bah, merci à toi aussi pour le contact, hein, parce que c'est vrai que sur ces démarches biodiversité, on le sait, hein, l'important c'est aussi que vous puissiez avoir des interlocuteurs pour pouvoir répondre à vos questions. Peut-être que voilà, vous en avez déjà aujourd'hui, et donc n'hésitez pas à profiter du chat pour les poser. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir revenir vers nous, hein, a posteriori, une fois que vos réflexions et vos idées auront pu mûrir. Donc, pour ce dernier temps d'intervention de notre côté, on va passer la parole à Johan Tison. Donc, Johan s'excuse, sa caméra ne fonctionne pas. Je te laisse rouvrir ton micro, Johan, ou si ça fait comme
bon là? C'est bon, on t'entend, Johan. Ouais, désolé, hein, vous ne verrez pas la bobine de l'élu Hirsute. Donc bonjour à tous. Alors, c'est toi qui vas passer le diaporama, hein. Et je te ferai passer le diapo. Donc voilà, je suis Yohan Tison, je suis élu délégué à la biodiversité et aux espaces verts à Dasc. J'ai combien de temps, Mélanie? Tu as un bon 10 minutes. Après, en fonction des questions aussi dans le chat, pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Donc, si tu as besoin de 2-3 minutes de plus, je pense qu'on peut aussi, hein. D'accord, ça marche. Bon, bah, écoute, je mets un minuteur. Voilà, je te remercie. Donc voilà, donc moi, ce que j'allais présenter, tu peux passer à la diapo suivante. Voilà, ce que je voulais juste te dire, c'était pas pour témoigner par rapport au dispositif territoire engagé pour la nature et au dispositif Atlas, sachant qu'Atlas, on va seulement nous déposer, on a fait une tentative de dossier il y a 2 ans, mais la MEL ayant venait d'obtenir son soutien pour sa démarche d'Atlas. L'Atlas biodiversité nous avait été refusé à l'époque. Là, on voit qu'on va pouvoir le remettre en œuvre. Donc voilà. Mais donc je voulais témoigner un peu de ce qu'avait fait la commune et en quoi surtout le dispositif TEN pouvait, enfin aussi, mais TEN pouvait vraiment être intéressant pour nous. Parce que bon voilà, on sait que l'action de la commune, alors il y a une action qui est quand même de longue date hein, sur le. Tu peux revenir off. Il y a une action de la commune. Tu peux revenir sur la diapo juste avant, excuse-moi. Une démarche qui est engagée depuis très très longtemps et c'est vrai que dans le cadre du concours Capitale française biodiversité 2023, la thématique était les arbres et la forêt. Et effectivement, on a été élu capitale dans le cadre de notre voilà, dans notre catégorie. Et c'est vrai que c'était là pour le coup plutôt une reconnaissance. Alors oui, de ce qu'on a pu mettre en place là dans le mandat actuel, puisqu'on est dans le mandat, mais aussi et surtout reconnaître tout ce que la commune avait mis en place depuis plusieurs mandats, parce qu'on a cette particularité d'avoir voilà, une majorité qui a tenu bon pendant très longtemps. Et on a pu avoir une action sur le long terme. C'est vrai que les chartes de l'arbre, tout ce qu'on a fait autour de la préservation face à l'urbanisme extrêmement vorace chez nous, de ces hectares boisés, de toutes ces surfaces qu'on a boisées justement pour essayer de les préserver de l'urbanisme et de la pression foncière, de toute la démarche qu'on a eue dans le respect de l'arbre en tant qu'individu et pas en tant que mobilier urbain. La charte de l'arbre, ça fait bel et bien longtemps qu'elle a été, ça fait 20 ans qu'elle a été votée, ça paraît tous les colloques, on a toujours été pris confiance là-dessus. Bon, c'est bien. Mais il fallait aller un peu plus loin et regarder non pas sur les lauriers mais acquis, mais sur l'avenir. Et c'est là où TEN est vraiment très engageant. On peut partir sur la diapo suivante. Donc là, c'est d'une façon générale la démarche qui prend en considération vraiment la restauration de notre biodiversité, de la nature sur notre territoire. On la décline vraiment dans l'ensemble de nos politiques. Et c'est toujours pareil, ça tient du détail. Là, ici, vous avez quelques images sur tous les efforts que l'on fait sur la végétalisation des cours d'école. Je passe à la diapo suivante. Il y a vraiment il y a l'action classique de, voilà, on essaie de déminéraliser énormément. Donc, vous voyez, on essaie d'avoir beaucoup plus de surface en espace vert, de partir sur la technique classique d'allant gazonner, de recréation de gazon, etc. Mais le but de tout ça, c'est le nerf de la guerre de tout ça, c'est l'eau. Parce que si on veut créer des espaces très résilients face aux événements climatiques en cours et à venir, si on veut que ces cours de récréation soient de véritables îlots de fraîcheur, il faut pour ça faire de la surface végétale, bien sûr, mais il faut surtout donner l'eau à disposition à ces végétaux. Donc, il y a toute une dynamique qui est faite partout sur la ville où on recherche vraiment le zéro rejet d'eau pluviale dans nos réseaux d'assainissement parce que les végétaux, pour qu'ils travaillent et rafraîchissent l'air, ils ont besoin d'eau, y compris en période de canicule, il faut une réserve d'eau assez importante dans le sol. Et puis tout simplement parce que ces rejets
d'assainissement, ces rejets d'eau pluviale dans l'assainissement pèsent également très lourd sur la qualité de nos cours d'eau et de notre épuration. Mais ça, j'y viendrai dans la dernière info sur un projet qui nous a un peu engagé notre démarche thème. On peut passer à la diapo suivante. Alors, ce qui est super important, c'est que généralement, quand on fait la rénovation de la revitalisation de cours d'école, on met beaucoup de communes, voilà, on met de la végétation, on fait du vert. Mais malheureusement, ce n'est pas parce qu'on plante des végétaux, notamment des arbres, qu'on va forcément avoir une action pertinente sur la biodiversité. Si on a recours à des espèces mal choisies, à des espèces horticoles non adaptées, à des espèces exogènes non adaptées à la faune locale. Je rappelle que pour une mésange bleue, ben, c'est simple. Hein, la première couvée d'une mésange bleue urbaine, il lui faut environ 900 chenilles par jour. Et donc, si on plante que des glébitias, des platanes ou autres arbres exogènes, forcément, on passe complètement à côté du défi biodiversité. Je peux passer à la diapo suivante. Là, alors, bien évidemment, il faut végétaliser à tout azimut. Ça va, y compris sur la végétalisation des murs, via des plantes grimpantes, via l'installation de sol, mais c'est d'arbustes. Vraiment, on essaie de travailler sur toutes les strates. Mais voilà, l'important est vraiment de réussir à trouver une conciliation entre les climats à venir et la végétation qui peut s'adapter à nos climats urbains un peu plus secs, un peu plus chauds, sans pour autant partir dans des extrêmes. On partirait que sur de la végétation méditerranéenne. Un chêne vert chez nous n'est pas très utile à notre entomofaune. Donc, il faut trouver des compromis. On part sur des espèces qui sont présentes à la fois et dans le Nord-Pas-de-Calais et jusqu'à la Côte d'Azur, de la lisier terminale, des cultivars à base d'orme, d'ormelis, etc. Il y a des solutions et on les met en place. Diapo suivante. Alors, ce travail sur la qualité des végétations, on le retrouve évidemment pas que dans le tissu urbain, puisqu'on a la chance d'être une commune, une ville nouvelle qui est encore un peu plus de 400 hectares de terres agricoles. Et sur ces 400 hectares de terres agricoles, on a la chance d'être, nous, une municipalité modeste, d'être propriétaire, via des acquisitions encore récentes d'ailleurs, de près de 100 hectares de terres agricoles. Donc, on a forcément une relation privilégiée avec les agriculteurs locataires. Ouais. Je reviendrai sur juste après. Donc, la première grosse ambition de la ville a été d'essayer de reconstruire notre bocage, notre maillage bocager, via des plantations. Alors, ces plantations, on n'hésite pas à y mettre les moyens financiers, et notamment sur le paillage, parce que c'est la qualité du paillage biodégradable qu'on y met qui fait qu'on peut se targuer aujourd'hui d'avoir quasiment zéro mortalité sur nos plantations. Malgré un premier été, la première plantation qu'on a faite, l'été était particulièrement chaud et sec. Malgré tout, on a eu très peu de mortalité. Et ce qui est très important pour nous, c'est vraiment, encore une fois, c'est le détail. Le détail, la pertinence dans le choix écologique qui est fait. Je vais mettre la diapo suivante. Merci Mélanie. C'est qu'une haie, comme un boisement, ce n'est pas des arbres. C'est un ensemble de strates, c'est un écosystème, c'est un habitat relativement complexe qu'on essaye de voir recréer de toutes pièces, parce que généralement on est sur des zones, on ne vient pas restaurer des existantes, on est sur de la recréation. Donc là, on va jusqu'au choix pertinent des végétaux indigènes, leurs origines génétiques, j'y reviendrai un peu après, jusqu'à la strate herbacée, chose qui est rarement prise en compte. Là, avec des plantes typiques des vieilles haies, la stellaire holostée, du damier tacheté ou de la fraise des bois. Donc pareil, via le label végétal local. C'est la suivante. Et cette action-là, on l'a fait dans nos plantations de haies, mais aussi dans les anciens boisements replantés dans les années 70. Là, ici, vous l'avez en image, hein, du printemps, c'est des plantes tachetées dans une haie qu'on a replantée à côté sur le terrain occupé par un maraîcher de la MAP Casque. On imagine toute l'utilité que cela peut avoir pour les insectes pollinisateurs. Hein. Je rappelle qu'on en a quand même perdu 80% de la biomasse. Donc, chaque action compte. On peut passer à la diapo suivante. Alors, bien évidemment,
l'implication, la motivation de nos agriculteurs est extrêmement primordiale, notamment, et là-dessus, les BRE, les beaux rues environnementaux que les collègues sont en train, François Lacroix notamment, sont en train de passer, nous aident, mais bien évidemment, on ne ferait rien de pertinent sans une bonne motivation non citoyen, et donc c'est tout le service, toute l'énergie de nos services techniques qui sont là pour essayer de fédérer justement tout ce public, et ça marche. On arrive à y joindre des groupes, des associations locales comme les CPN, des écoles, ou aussi des habitants. On a encore fait il y a de ça 15 jours un chantier de marche chez un agriculteur. Diapo suivante. Alors, ces plantations citoyennes, bien entendu, ces plantations participatives, elles ont lieu pas que chez les agriculteurs, elles ont lieu un peu partout sur le territoire communal, et elles n'ont pas toujours attrait qu'à de la plantation, puisque, vous le verrez un peu plus loin dans le diaporama, on a des actions sur un certain nombre d'espèces cibles, et on a été notamment faire avec les habitants et les associations des abris à hérissons, et à Putois, justement, sur notre terrain agricole, on a plusieurs projets participatifs là, chez un second exploitant. On va faire des abris pour la faune. Diapo suivante. J'ai bientôt fini. Dans la petite ville, c'est vraiment ville nature et nourricière. Et on avait commencé sur les précédents mandats pour vraiment le côté nourricier. On a depuis longue date créé des vergers de maraude un peu partout sur la ville. On a la chance d'héberger le centre de ressources génétiques de Dasque, avec un verger conservatoire avec plus de 700 variétés de pommes et 400 de poires. Donc, forcément, les liens se sont encore plus raffermis entre-temps entre la municipalité, les équipes municipales et le CRG de Dasque. Sa diapo. Une carte des différents vergers maraudes qui se trouvent sur le territoire communal. Et on voit bien un changement de mentalité. S'il y a 20 ans, les gens n'osaient pas cueillir, je peux vous dire que maintenant, il vaut mieux être assez rapide pour espérer remplir son panier. Mais ça fait partie du service public au moment où le kilo de fruits, notamment en bio, est pas forcément à la portée de tous. Vinodasque a une grosse matrice de logements sociaux. C'est quand même 70% de la population. Il était forcément depuis de longue date important pour nous de pouvoir offrir aux gens un coup de pouce là-dessus, et c'est une bonne occasion pour rapprocher les gens de la nature. Diapo suivante. Alors, dans cette attention portée au niveau génétique, on a la chance d'héberger aussi à Vinodasque une collection d'ormes tolérants à la graphieuse récoltés dans les années 80 par l'INRA. Là, un des projets qui est ressorti qu'on a remis en valeur dans le projet TEN, c'est notamment de remultiplier ce patrimoine génétique. On a 77 individus d'ormes collectés partout dans la région Nord-Pas-de-Calais, tolérant la graphiose, qu'on bouture avec notre serre municipale et qu'on va tenter de réimplanter dans notre maillage bocager, sachant que ce maillage bocager, c'est le grand retour des arbres têtards, des trognes, puisque ces trognes qui servaient à chauffer et à cuisiner pour tout à chacun, il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, outre d'être un habitat pour une espèce qui s'appelle la chouette chez nous, par exemple, ça permet aussi de produire du BRF pour nos maraîchers en bio. Ça produire du bois pour la faune patrimoniale ou non qui en profite, c'est le xylophage, mais aussi des tas de bois pour les putois qui viennent aider nos agriculteurs à se débarrasser du surplus de lapins de Garenne ou de campagnols. Voilà. Diapo suivante. Il en reste 5, je crois. Alors, dans les exemples sur les espèces cibles sur lesquelles la définition de la ville est assez communicante, on a notamment l'écureuil roux, qui est une espèce, parmi les espèces cibles de la ville, c'est certainement une des espèces qui est les plus appréciées et les plus fédératives pour le grand public. Donc, on a tout un travail où on essaie d'accompagner le retour de cette espèce en augmentant la ressource alimentaire via nos plantations, ça vous l'avez vu, mais aussi via un suivi des mortalités routières de l'écureuil roux, qui nous a permis d'enclencher assez vite un programme de pose d'écuroduc.
cordes à palans, avec des systèmes de mangeoires pour attirer les écureuils une première fois sur tout cela. Donc voilà, il y en a eu 7 au total de mis en place. Je peux passer à la diapo. Diapo suivante. Merci. Tu peux passer à la suivante directement. Là, le but par rapport aux écureuils, par rapport à l'écureuil maintenant, c'est de fédérer la population. On a tout un programme de pose de nichoirs spécifiques à certaines espèces qui en ont réellement besoin. L'écureuil roux en fait partie, puisque notre patrimoine arboré n'est pas assez ancien pour avoir énormément de qualité d'arbres. Donc là, on a commencé à poser des nichoirs également à écureuil. Et là, on va faire une distribution auprès des habitants motivés et potentiellement accueillir des écureuils au sein de leur jardin, leur proximité. Donc voilà un exemple. Une autre espèce sur laquelle on travaille, c'est Triton crété. On a la chance d'avoir une des rares populations de la métropole. Et donc là, ça marche notamment par la création de mares sur espace public, mais aussi, encore une fois, dans des espaces verts, mais aussi, bien évidemment, pour le Triton crété sur le secteur concerné, qui est plutôt l'espèce agricole autour de la chaîne des lacs du Héron. Et donc là, vous voyez des chantiers participatifs en lien avec nos agriculteurs. Et donc là, c'est l'association Les Blongios, en lien avec les habitants et le club CPN. Et vous voyez que les enfants sont mis à contribution. Sur la petite diapo de droite, vous voyez des enfants qui font des maisons à tritons, c'est-à-dire des portions de tronc creux. Les enfants creusent un petit tunnel en dessous avec une petite chambre. On y replace le bout de bois. C'est super efficace. Je peux vous dire que ça marche vraiment bien. Après, bon, nous, ça nous permet, dans le cadre de nos études, de faire un suivi de nos populations d'amphibiens. Mais ça, je vais en parler à la diapo suivante. Alors, voilà un exemple de mare au sein de nos bassins d'orage sur différents bassins d'orage. Là, c'est dans le quartier de la Haute-Borne. On en a fait 8 comme ça. Diapo suivante. Hop. Et ensuite, bon, ça avait commencé en 2021 déjà. Bien évidemment, il faut faire et c'est là où ça rejoint l'Atlas biodiversité que nous n'avons pas encore fait, mais ça ne nous a pas empêché de commencer le travail. Depuis 2021, un bureau d'études est mandaté pour l'expertise faune-flore habitat sur notre territoire, avec 11 sites pilotes qui ont été inventoriés par rapport à leur potentiel, avec plusieurs groupes, jusqu'à des groupes pas forcément évidents, puisqu'on a notamment des pipetères nocturnes, qui nous a permis notamment de trouver des espèces assez rares dans des endroits auxquels on ne serait pas attendu à avoir des résultats aussi interloquants. Je pense au forum vert, on a retrouvé des espèces typiquement forestières dans dans ce petit boisement de centre-urbain de ville, un boisement qui date du 19e siècle, des frênes spontanées dans une carrière en creux. Bon, ben voilà. Et plusieurs espèces de papillons typiquement forestières et plutôt peu courantes, liées au lichen notamment. Et bien évidemment, ce suivi, on suit l'évolution de la biodiversité sur des parcelles tests via différentes méthodologies. Bien évidemment, le bureau d'études est là aussi pour nous accompagner sur les conseils de gestion. Ça permet, entre les conseils que moi je peux donner en tant que je suis écologue sur une autre commune, c'est mon métier. Donc là, bon, j'ai un peu de double casquette, ma casquette de masque et bel et bien la casquette de vue. Donc voilà, nos services, notamment services espace vert, services de développement durable et pédagogie, sont accompagnés par un bureau d'études. On appuie forcément mon rôle de mon côté et mon regard critique. Tu peux passer à la diapo suivante, et ce sera la dernière diapo. Et donc voilà, ça se concrétise sur un certain nombre de sites par des préconisations très, très précises dans la gestion, sachant que c'est une gestion continuelle d'avancer. Je ne vous ai pas mis de diaporama là-dessus, mais on a toute une politique depuis le début du mandat, de ce mandat-ci, sur la recréation de prairies fleuries d'espèces indigènes, pour aller bien au-delà de la simple gestion différenciée, qui n'est pas toujours malheureusement très favorable à la biodiversité. Donc c'est un ensemble d'actions. Maintenant, la page suivante, enfin pas la page suivante, pardon, c'est fini. L'étape suivante, c'est effectivement de sortir notre dossier Atlas. Il aura pour but de renforcer notre expertise naturaliste en termes de groupes d'espèces inventoriées, notamment sur le volet chiroptère, parce qu'on a commencé des études sur les chiroptères, mais on doit mettre un très gros collier
parce qu'il y a un enjeu très particulier sur notre territoire. On héberge une espèce protégée au niveau européen, on a des carrières souterraines, on ne sait pas où passent ces animaux. Il y a un énorme enjeu pour identifier de façon très concrète notre trame verte et bleue et nocturne, hein, puisqu'on a bien des chiroptères. Et donc pour ça, on a besoin d'un travail extrêmement précis, extrêmement fin à l'échelle de notre ville, pas à l'échelle de la métropole où les grosses trames macroscopiques. Parce que là, on voit bien que la chaîne des lacs elle joue son rôle. Nous, on a besoin d'un travail beaucoup plus fin, avec des enjeux d'espèces émergentes qui sont en train de revenir, comme le castor d'Europe, qui est déjà sur la commune, là. Voilà, donc de très très gros enjeux, et l'Atlas du IRCV va nous servir là-dessus, et sur la partie valorisation, parce que c'est bien de collecter des données, il faut voir comment on fait participer la population et comment on réutilise ces données aussi en termes de pédagogie. Donc voilà, j'ai fini. C'est un peu plus long que prévu, désolé. Merci, Johan. Il y avait des éléments aussi, ta présentation était riche et vous avez aussi pas mal de choses à partager et puis à pouvoir transmettre sur le territoire de Villeneuve-d'Ascq. On se propose de passer à ce temps de questions-réponses, donc on est un petit peu en retard sur le timing. Il y a déjà plusieurs questions qui ont été posées dans le chat. J'invite l'ensemble des participants à partager partager leurs questions là dans le chat. On va rappeler peut-être à l'oral certaines réponses qui ont été apportées à des questions qui avaient été déjà posées dans l'attente que vous en posiez de nouvelles. Donc, de ce que j'avais répertorié, et Hélène, si tu vois que j'oublie des choses, n'hésite pas. Il y a une question qui a été posée sur le fait que, quand une commune est dans un territoire qui a été reconnu territoire engagé par la nature, en gros, le PCI a été reconnu, peut-elle candidater? Dans le cadre de territoire engagé pour la nature, en effet, c'est tout à fait pertinent puisqu'on part du principe que les compétences entre la commune et l'interco sont complémentaires, mais qu'également le niveau d'échelle d'intervention l'est. Une interco va peut-être agir de manière globale à l'échelle de son territoire et sur certains sites dont elle a la maîtrise foncière ou la gestion. Et la commune a des sites aussi complémentaires et peut avoir aussi des opportunités, soit d'acteurs, soit en termes aussi d'associations, pour compléter son action à l'échelle locale. On a pris note aussi de plusieurs échanges dans le chat de communes qui seraient intéressées, soit par le dispositif territoire engagé par la nature, ou soit pour l'Atlas de la biodiversité communale, et on reviendra aussi vers vous pour les prochaines actus aussi, prise de rendez-vous si vous souhaitez bénéficier d'un avis, d'un conseil. A été posé des questions concernant cet enjeu aussi de changement d'échelle, ou en tout cas aussi de la question de l'intervention sur des territoires où en effet de multiples acteurs peuvent intervenir. Donc il y a des éléments qui ont été évoqués, hein, déjà sur les protocoles et la manière de prévoir par exemple la méthode d'inventaire des ABC pour pouvoir en effet identifier et analyser les enjeux pour ces secteurs-là, mais aussi ça me permet d'illustrer certains types d'actions. Là, ont pas mal été évoquées des actions concrètes de restauration ou d'actions en faveur de la biodiversité. On a aussi des territoires qui font le constat que, avant de pouvoir passer à une étape concrète de mise en œuvre de projets sur le terrain, il y a aussi besoin de porter une réflexion et de mettre autour de la table différents acteurs ou différents services. Et donc ça peut aussi faire l'objet d'une action dans le cadre de la reconnaissance territoire engagé pour la nature, mettre en place un groupe de travail qui va justement réfléchir au paramétrage du projet. Donc il peut y avoir aussi cette phase amont qui peut correspondre tout à fait à une fiche action. Et donc là, on était évoqué par exemple le questionnement sur tous les enjeux qui pouvaient être liés au monde agricole. Donc il pourrait y avoir soit un groupe de travail thématique ou même parfois un groupe de travail sectoriel qui correspond à une partie du territoire pour lequel la collectivité souhaite apporter un zoom ou une attention approfondie. J'ai aussi noté, et merci Frédéric, donc il y avait la question du contact pour le dispositif territoire engagé pour la nature. Donc en effet, c'est moi-même, Mélanie Beauchamp. Donc Frédéric a remis mon contact. Ce que je ferai aussi, on va rajouter une diapo dans la présentation où sera mis l'ensemble des contacts
je ne sais pas si Johan, tu es d'accord pour partager ton adresse mail. Ouais, ouais. J'ai noté une question, alors là, je vais te passer la parole pour la réponse, Hélène, concernant le coût des atlas de la biodiversité communale. Oui, j'ai répondu aussi dans le chat, sachant que bon, l'estimation, je ne sais pas si elle est très à jour, cette estimation-là. Enfin, c'est celle qui nous est communiquée depuis quelques années sur le coût moyen d'un ABC à l'échelle d'une commune aux alentours de 40 000 euros. C'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce que c'est une moyenne qui est faite à l'échelle du territoire national et donc le coût d'un ABC, il est très différent en fonction de la taille de la commune. Donc là, la question était posée avec une taille de commune, une taille de surface artificialisée. Bon, moi, j'ai pas de référentiel en tête là exactement pour répondre de manière plus fine. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le coût d'un ABC, il peut être assez variable en fonction de l'ambition que vous y mettez, du temps que vous voulez y consacrer, de l'énergie que vous voulez y mettre, tant sur le volet inventaire que sur le volet action de mobilisation des acteurs, que le temps que vous voulez passer aussi à l'élaboration du plan d'action. Sur le volet inventaire, le temps peut être très différent si vous êtes sur une commune qui est facile d'accès ou si vous êtes sur des espaces qui sont plus complexes à aller visiter, si vous voulez aller chez des propriétaires privés ou que sur de l'espace public, etc. Donc c'est assez difficile finalement de sortir un chiffre. La moyenne qui sort du national, quand on mouline les ABC à l'échelle communale, c'est aux alentours de 40 000 euros, sachant qu'il y a aussi un gain d'échelle quand on travaille à l'échelle intercommunale, forcément. Enfin, forcément. Alors, 40 000 euros, c'est pas hors subvention, c'est 40 000 euros le coût. Là, on me posait la question du coût estimatif de l'ABC, donc c'est le coût estimatif de l'ABC, et là-dessus, vous pouvez demander une subvention à hauteur de 80%. Et comme je le disais, l'appel à projet permet de solliciter des subventions à hauteur de 250 000 euros pour des projets. Alors donc là, on n'est pas sur des projets communaux, on est bien sur des projets à l'échelle intercommunale. Et pour montrer que du coup, un ABC, ça peut coûter, ça peut voilà, avoir un coût relativement élevé. Merci Hélène pour ces compléments. Là, ça te concerne un peu plus, Johan. Dans tes propos, à un moment, tu as évoqué la gestion différenciée, tu évoquais aussi l'enjeu des prairies fleuries. Et donc, alors je m'excuse, j'ai pas prêté attention suffisamment à ce moment-là, mais la question c'est pourquoi dites-vous que la gestion différenciée n'est pas toujours favorable à la biodiversité? Alors, je sais pas si Alors, c'est une ouais. mécompréhension. Si. Alors, malheureusement, j'étais déjà pris par le temps, donc j'ai pas pu expliquer. En fait, voilà, c'est que d'une façon générale, quand on voit la gestion différenciée tout sensu telle qu'elle est pratiquée, c'est souvent des zones qui sont gérées de façon assez intensive par les zones tendues et des zones qui sont laissées en plus ou moins libre évolution jusqu'à une fauche tardive en hiver. Or, le problème, c'est que nous, sur la métropole de Lille, on a la particularité, c'est qu'en fait, si on se contente de faire de la fauche tardive, on perd en 2 ans de temps toute la diversité floristique possible pour avoir au final plus qu'une dizaine d'espèces de plantes vraiment extrêmement nitrophiles, c'est-à-dire qui aiment bien l'azote. Alors, il faut savoir que la raison est la suivante, c'est que avec la forte concentration urbaine et l'énorme flux automobile, quand vous démarrez un moteur à explosion, un camion, un bus, une voiture, on brûle de l'azote dans le pot d'échappement et cet azote se retrouve dans l'air. Ces oxydes d'azote se retrouvent dans l'air et ce qui fait que la pluie devient extrêmement chargée en azote. Normalement, dans la pluie, il n'y a pas d'azote hormis l'azote coulé par la foudre, ce qui n'arrive pas souvent. Or là, tous ces azotes brûlés dans le pot d'échappement sont lessivés par les pluies et ils nous tombent à Villeneuve-d'Ascq. Enfin, j'ai les chiffres pour l'île, mais ça va être les mêmes à Villeneuve-d'Ascq. Il nous tombe 85 kg d'azote par hectare et par an. C'est un peu comme si un agriculteur nous balançait des petits granulés d'azote, des petits granulés chimiques d'azote à la volée. Et plus un sol est riche en azote, moins il y a de diversité végétale, ce qui fait que nos prairies, si on fait de la gestion tardive, de la gestion différenciée classique avec couche tardive, on se retrouve avec des prairies qui ne sont plus dominées que par quelques graminées, et les seules plantes à fleurs qu'on peut espérer, c'est du gaille gratron, circe des champs, ortie. Et donc, du coup, une très faible quantité de fleurs pour nos insectes pollinisateurs, une très faible diversité de fleurs pour toutes les larves d'insectes qui dépendent. Certains papillons, les papillons ont besoin de telle espèce de plante
fleurs, certaines espèces d'abeilles ont besoin de telle plante. Donc c'est pour ça que cette gestion différenciée basique, elle est pas très opportune. Nous, sur Villeneuve-d'Ascq, on est sur une fauche avec exportation. On fait de la fauche tardive, mais sur des petites surfaces. On fait des rotations et surtout, on recrée des prairies fleuries. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer avoir des centaurées et des marguerites réapparaître d'elles-mêmes, surtout avec cette pollution atmosphérique. Donc, on est obligé pour ça de refaire des semis. On recrée, on ressème des prairies à label vital local. Mais pour que ces mélanges prairiaux soient persistants ad vitam aeternam, on est obligé d'avoir la gestion pleine de bon sens de mes grands-parents agriculteurs qui faisaient leur foin pour les vaches au mois de juillet, au mois de juin. Donc nous, on fauche au mois de juillet. Les fleurs n'ayant pas eu le temps de fleurir, de faire leurs graines, elles refleurissent une seconde fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et ça nous permet à nous de garder une diversité floristique très très riche, ad vitam aeternam, et d'assurer même un plus grand nombre de floraisons pour le bonheur des insectes pollinisateurs, mais aussi des habitants. Alors, ça ne nous empêche pas de faire un peu de gestion de fauche tardive par endroit, hein, pour certains criquets, araignées, etc. Mais voilà, c'est un peu plus, la gestion écologique, c'est un peu plus pointu que la simple gestion différenciée un peu binaire. Voilà. Merci Johan pour ces compléments. Une autre question nous est parvenue dans le chat concernant les périodes de dépôt, en tout cas les démarches d'inscription dans ces dispositifs. Donc concernant territoire engagé pour la nature, vous pouvez en effet solliciter l'appui pour l'accompagnement à votre candidature au fil de l'eau tout au long de l'année, mais comme pour Atlas de la biodiversité communale, on a mis 2 périodes de relève des dossiers pour pouvoir être instruit et présenté au jury, à savoir la mi-janvier et la mi-juillet. Et donc la prochaine date de relevé des dossiers est fixée au 15 janvier 2025. Concernant les atlas de la biodiversité communale, Hélène, vous l'avez évoqué, hein, vous pouvez aussi prendre son attache on va dire, au fil de l'eau pour bénéficier d'un conseil et d'un appui sur le contenu et la démarche de l'Atlas de la biodiversité communale. Mais il y a également des périodes de relève des dépôts de dossiers. Et donc, à l'heure actuelle, 2 ont été transmises. Donc, Hélène les avait mis dans son PowerPoint. Il y en a une en mars et en juin. J'ai juste plus les dates, mais vous allez les retrouver de toute façon dans la présentation. Elles étaient écrites. Mi-mars et mi-juin, et j'ai répondu effectivement à une question là-dessus sur le dépôt au fil de l'eau. 2024, on a eu suffisamment de budget pour faire de la relève au fil de l'eau toute l'année. 2025, on a un budget qui nous est annoncé un peu moindre, divisé par 2 sur cette enveloppe-là. Donc, le dépôt est annoncé au fil de l'eau, possible au fil de l'eau. Pour autant, on nous informe pour le moment de seulement 2 dates de relève. Et on redéfinira des dates de relève ultérieures à juin s'il reste des crédits sur l'enveloppe, si tout n'a pas déjà été consommé. Il est bien, si vous souhaitez déposer en 2025, ça peut être bien d'envisager de le faire en tout cas avant la relève de juin. Si vous avez déjà le projet en tête, ça vous laisse quelques mois pour construire votre démarche. Et je redis, effectivement, je vous encourage vivement à revenir vers moi, à vous rapprocher de moi en amont d'un dépôt de dossier de candidature. Il y a une question sur est-ce que la qualité des sols est étudiée dans un atlas de la biodiversité? Ben ça, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire. C'est la marge de... En fait, un atlas de la biodiversité communale, il est ce que vous en faites, globalement. Il n'y a pas de cahier, il y a une ambition globale, il y a un guide méthodologique, mais il n'y a pas un cahier des charges ferme, précis et définitif qui vous est imposé. Donc, il y a aussi une question concernant le fait de devoir joindre une délibération du conseil municipal dans le cadre d'une candidature territoire engagé pour la nature. Donc, la réponse va être la même que pour les délibérations aussi de conseil communautaire. Il est fortement recommandé d'en avoir une. En effet, ça permet d'entériner, de montrer en effet la validation politique du projet. Par contre, celle-ci n'est pas obligatoire au dépôt du dossier. L'idéal, c'est qu'elle puisse être transmise d'ici la validation de la reconnaissance et le passage en jury.
Donc là, par exemple, pour la session prochaine de janvier, si il n'y a pas eu de délibération avant le 15 janvier, ça ne vous empêche pas du tout de candidater. Mais l'idéal sera de pouvoir en transmettre une d'ici le mois de mars, période période à laquelle aura lieu donc l'instruction du dossier de candidature. Alors, ayant dépassé l'heure que nous avions prévue pour finaliser ce webinaire, je vérifie que s'il y a eu une question qui est arrivée en plus. Il y a une question sur est-ce qu'on peut prétendre un ABC si la communauté de communes en porte déjà un. Donc, à l'échelle, en théorie, oui. À noter que les dossiers de demande d'ABC à l'échelle communale, quand il y a déjà eu un ABC porté à l'échelle interco, ne sont pas prioritaires s'il y a besoin de faire une sélection. Et en tout état de cause, s'il y a un dossier qui est déposé à l'échelle communale, il doit clairement démontrer comment il va au-delà des actions qui ont été mises en place dans le cadre de l'ABC intercommunal et il doit bien entendu prendre en considération, notamment sur le volet inventaire cartographie, il doit prendre en considération l'ensemble des données qui ont été acquises, mais comme tout ABC, hein, toutes les données qui sont déjà existantes sur le territoire doivent être mobilisées. Donc, il s'agit de réfléchir à où est le besoin complémentaire au-delà de ce qu'a fait, le territoire de l'Interco. Et l'Interco peut très bien avoir un atlas sur ses propres propriétés. Et du coup, il peut y avoir finalement plein de secteurs qui n'ont pas bénéficié de dynamique d'inventaire, parfois même des communes qui n'ont pas forcément eu d'action de mobilisation spécifique. Donc, tout ça, ça peut être effectivement creusé dans un ABC communal en complément de ce qui a été fait à l'échelle de l'Interco, mais il faut bien le préciser, bien l'argumenter, bien le construire. Merci Hélène. Une dernière question aussi que l'on va prendre dans le chat qui concerne la possibilité de transmettre des modèles de cahier des charges pour dans le cadre d'un format de prestation auprès d'un bureau d'études. Donc, je pense que voilà, à notre niveau, nous n'en disposons pas à vous transmettre. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est prendre le note de votre nom et si c'est possible de nous mettre l'adresse mail à laquelle on pourrait revenir vers vous. On peut regarder au travers des collectivités qui ont déjà bénéficié d'un atlas de la biodiversité communale, voir celles qui ont pu en effet le mener de manière sous format de prestation et vous transmettre les contacts pour voir si auprès d'elles, vous pourriez avoir accès à ces cahiers des charges. Eh ben, je vais vous remercier à tous pour votre participation. Merci aux différents intervenants de la qualité de leur intervention. Hop. Bon, on verra sur les dernières questions qui apparaissent. Donc, merci à tous. Le webinaire sera disponible en replay ainsi que les présentations. Donc, un lien vous sera transmis à l'ensemble des personnes qui s'étaient inscrites pour pouvoir y accéder. Et puis, ne pas hésiter à revenir vers vous pour une candidature, soit dispositif territoire engagé pour la nature ou atlas de la biodiversité communale. Vous souhaitant à tous une bonne après-midi. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Bon après-midi, au revoir.